force. Chaque module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... Ce contre vous pourrez nous voir très bien. Ça veut dire regardez à travers. Je suis ravi d'être parmi vous. Je voudrais tout d'abord remercier Madame le professeur Fatem Zahra Talbi Alami et Monsieur le doyen Omar Hnij pour leur aimable invitation pour apporter quelques éléments de droit à notre discussion d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de passer après Monsieur le professeur Khrouz, mais j'ai constaté qu'on est d'accord sur certains points que vous allez peut-être découvrir pendant ces minutes de mon exposé. Donc les changements sont là, tout le monde les connaît. Ils sont traduits par des mots assez magnifiques qui font un peu parfois peur quand on parle de l'ubérisation, la tertiarisation, la digitalisation, que des mots en fait qui font un peu peur, mais ils sont là. Et l'éducation, en fait, il essaie de s'adapter à cette évolution, tout simplement. Avant de vous donner quelques éléments, en fait, du juridique et surtout en droit du travail, je voudrais faire 3 remarques préliminaires. D'abord, une remarque par rapport à l'objectif. Quel est l'objectif de manière générale? C'est-à-dire, c'est de rapprocher le monde de l'éducation du monde de l'économie. De manière générale, c'est ça. Le problème, c'est que c'est l'économie de manière générale qui oriente l'éducation, et c'est ce qu'on est en train de discuter. Parce que l'économie évolue à une vitesse beaucoup plus grandissante, alors que l'éducation essaie de rattraper en fait cette évolution. L'intérêt peut-être de ce type de discussion, c'est d'anticiper les changements et ou au moins réduire le délai entre ces deux vitesses. La deuxième remarque, c'est par rapport au rôle de l'université. Donc je rejoins ici Monsieur le professeur Khrouz, qu'il faudrait se poser la question sur le rôle et la mission de l'université. Je ne crois pas que l'université a un rôle unique, à savoir la formation des salariés. Donc on ne forme pas, je ne pense pas qu'on forme le capital humain des entreprises en reproduisant la force du travail. Donc le rôle de l'université est beaucoup plus général que ça. Et donc il faudrait se poser la question sur ce qu'on représente. Parce qu'en réalité, il y a des instituts qui ne font que ça. Je prends juste l'exemple du droit. Donc les facultés de droit, c'est clair, participent à la formation professionnelle, ça c'est sûr, on forme des juristes. Mais il y a des instituts qui forment des magistrats, par exemple, qui forment des huissiers, qui forment des avocats, qui forment les métiers juridiques et judiciaires. Et donc, on ne forme pas, en fait, de la même façon, on va dire. On ne forme pas de la même façon. La troisième remarque concerne le droit du travail, justement, parce que j'étais appelé pour justement parler en tant que juriste et spécialiste du droit du travail. Je pense que cette matière est une matière très enrichissante et qui contient pas mal de valeurs, parce qu'on est en train de parler des valeurs. Et c'est une matière qui doit être enseignée pour toutes les disciplines et toutes les écoles et toutes les spécialités. Parce que nos étudiants, nos lauréats, soit ils seront des salariés recrutés par des employeurs, soit ils seront des entrepreneurs qui devraient recruter peut-être des salariés. Dans tous les cas, ils seront confrontés à ce droit du travail, soit en tant que salarié, soit en tant qu'employeur. Et donc c'est une matière transversale pour tout le monde, pour connaître un minimum de droits et d'obligations en cette matière. Donc, pour ce qui est du vif du sujet, donc pour mon intervention, pour exaucer un peu les attentes des organisateurs qui m'ont demandé de mettre l'accent sur les valeurs, donc je vais essayer de vous parler de l'état, ou donner quelques exemples de l'état des lieux actuels de la législation du travail. Donc cette législation qui contient aujourd'hui des valeurs qui sont intemporelles. Donc notre code du travail qui date de 2003, c'est un code
assez moderne qui est conforme aux standards internationaux, les conventions internationales de l'OIT, de notre Constitution 2011, bien sûr. Donc on a des valeurs qui existent et qui sont intemporelles et qui ne vont pas changer dans le futur, même avec l'évolution du droit du travail. Je peux prendre comme exemple la dignité, le préambule parle de la dignité, la non-discrimination, l'égalité homme-femme, la liberté, et ainsi de suite. Donc il y a des dispositions dans le Code du travail qui consacrent ces valeurs, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, vu l'évolution du marché de l'emploi, donc certaines valeurs doivent être intégrées, voire consacrées avec un peu plus de force. Et je pourrais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est la valeur de... donc je veux commencer par l'autonomie et l'indépendance, ou par peut-être ce qu'a dit M. le Président tout à l'heure, l'intérêt commun, ou ce qu'on peut appeler aussi le bien commun. Donc, dans les cours de droit du travail de manière générale, on enseigne, et ça c'est la conception générale qu'on fait de l'entreprise, qu'au sein d'une entreprise, on a 2 logiques différentes. On a la logique économique de l'employeur, qui tente de maximiser les profits et diminuer les charges, et l'intérêt social ou la logique sociale du salarié, qui cherche des conditions de travail meilleures, un bon salaire, moins de temps de travail, c'est-à-dire que des charges pour l'employeur. Et ces 2 logiques différentes font naître en fait un certain conflit au sein de l'entreprise. Or, ce qu'il faudrait apprendre aux étudiants, une nouvelle conception de l'entreprise, où en réalité employeurs et salariés collaborent, c'est ce qu'a dit M. le Président tout à l'heure, c'est cette valeur de collaboration, de coopération pour l'intérêt commun ou le bien commun. C'est que cette entreprise qui est un bien commun de l'employeur et des salariés, et que son développement, c'est pour le bien commun de tous. Et ça, c'est une valeur qu'on ne trouve pas en fait dans le Code du travail, et je veux comme preuve l'énorme contentieux en matière sociale. Donc, dans nos tribunaux, l'un des contentieux les plus importants, c'est le contentieux social. La deuxième valeur, c'est la valeur d'autonomie et d'indépendance. Donc on a tous parlé des plateformes numériques, qu'aujourd'hui, bien sûr, un travailleur est directement lié au client par une plateforme. Donc on a Uber, on a Careem, on a InDrive, on a Airbnb. Donc les plateformes sont nombreuses. On a aussi, depuis 2016 au Maroc, un nouveau statut qui est le statut de l'auto-entrepreneur. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait apprendre à nos lauréats qu'aujourd'hui, pour accéder au marché de l'emploi, il n'y a pas que le salarié. Parce que même, il y a certains même qui prédisent la fin du salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut leur apprendre l'indépendance, l'entrepreneuriat. Il y a un effort qui a été fait au niveau des universités il y a des années, parce qu'on a depuis plusieurs années un module qui s'appelle culture entrepreneuriale, donc qui est enseigné un peu à plusieurs disciplines. Et il faudrait apprendre à ces lauréats cet esprit d'indépendance, cet esprit d'autonomie, et c'est une valeur qui aussi manque dans notre législation du travail, qui ne traite que le travail subordonné, c'est-à-dire dans notre législation, il n'y a que le travail subordonné. La dernière chose pour conclure, c'est que le droit du travail, il donne peut-être une problématique qui a un aspect un peu philosophique, c'est qu'au sein du droit du travail, on trouve des paradoxes, et parfois des valeurs qui semblent opposées. C'est-à-dire on trouve par exemple hiérarchie et liberté, pouvoir et liberté, sécurité et flexibilité. Donc on trouve des valeurs qui sont opposées, et parfois ça donne un mauvais signe aux lauréats, et le législateur de manière générale essaie de faire l'équilibre entre toutes ces valeurs, ce qui n'est pas, bien sûr, ce qui n'est pas facile. Les représentants de la CGM peuvent vous dire quelles sont les difficultés pour mettre fin à un contrat à cause de cette sécurité très excessive que le Code du travail octroie aux salariés quand ils concluent un CDI.
C'est très difficile aujourd'hui de licencier un salarié. Et quand on le licencie, si on n'a pas véritablement un motif valable et on ne respecte pas une procédure très minutieuse, on doit payer un montant très très élevé d'indemnité qui peut conduire l'entreprise en faillite carrément. Et donc, l'une des valeurs qui doit être intégrée dans notre législation de travail, c'est cette notion de flexibilité qui est cherchée à la fois en réalité par les employeurs, les chefs d'entreprise, mais aussi par les salariés. Mais tout cela, donc, moi je suis juriste, mais pour un économiste, tout cela va dépendre de la force de l'économie, parce que tout cela est lié à l'économie. On a des pays où ils ont fait un bon ménage entre flexibilité et sécurité. Donc en droit, on parle de flexi-sécurité, donc des pays scandinaves et tout ça. Mais ce sont des économies très dynamiques, parce que la législation en réalité n'est que l'image de notre économie en réalité. Et parfois demander aux législateurs la consécration de certaines valeurs pourrait ne pas être possible vu l'état de notre économie tout simplement. Et donc, je pense que j'ai pris un peu plus de temps. Donc, je pourrais vous dire tout simplement, pour finir, que notre droit, le Code du travail, donc c'est un Code de travail moderne qui contient pas mal de valeurs, qui sont essentielles et intemporelles. Il y a une réforme future qui va venir, Inch'Allah, peut-être avec plus de flexibilité, peut-être avec une consécration de certaines nouvelles méthodes de travail, comme le télétravail par exemple. Et donc, je pense que notre législateur est conscient pour accompagner l'évolution du marché de l'emploi. Merci, Monsieur le Président.